غيض غصة استخلف بولي ورغيغ ولا بدوا ورتوفيغ نغينا تسا نغينا تسا Salam alaikum. Aujourd'hui, dimanche, émission spéciale. C'est une émission spéciale pour Ras el Khair. D'habitude, on s'en compte les mercredis avec mes amis Kamel et Lamine. Aujourd'hui, on avait déjà prévu faire une petite émission un peu plus spéciale, juste entre des femmes activistes, des femmes qui sont un peu partout dans le monde. Qui ont vécu que ce soit le Hirak ou la Covid. Et par contre, on a eu en dernière minute une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. La maman de notre amie Lamine est décédée, Allah yarhamha. Donc, j'aimerais d'abord lui rendre un hommage, présenter mes condoléances à Lamine et rendre un hommage à notre maman à tous, à Fella Foura. Madame Foura, Allah yarhamha wa sa'liha, est une combattante, une mujahida de la première heure. Avec elle, un pan de l'histoire vient de partir. Une femme avec qui j'ai échangé pendant quelques instants et qui a démontré une grande culture, une grande ouverture, une gentillesse et une tendresse extraordinaire. Donc, je tenais à commencer avec ça. Et puis, Maaya, pour faire cette émission aujourd'hui, Anya qui est d'Italie. Bonsoir. Bonsoir Anya. Ou Andy, Fatma Zohra d'Alger, de Zeralda. Fatma Zohra, on te voit un peu moins. Peux-tu te rapprocher juste de la caméra? Allah yahfadek. Bonjour Fatma Zohra. Fatma Zohra. Allô. Est-ce que tu entends Fatma Zohra? Allô, allô. Fatma Zohra. Oui, là je t'entends mieux. Oui. Yes, super. Alger, la Blanche. بصح avec les problèmes de connexion. Donc, معنا فاطمة زهرة من زرالدا, c'est ça Fatma Zohra? Oui. À 30 km à l'ouest d'Alger, oui. مرحبا بك فاطمة زهرة. Donc, l'émission habituelle, c'était avec Lamine et Kamel, on discutait, on parlait d'actualité, soit binatna ou là avec d'autres amis, les Kanut la Raoumana. Lyon, on s'est dit, bah, pourquoi pas. Alors, on va le faire différemment, cette émission-ci, qui est juste exceptionnelle, enfin. À part, sinon l'émission Tana habituelle se déroule tous les mercredis. Mais je voulais papoter, je voulais échanger avec des femmes qui sont impliquées déjà depuis quelques temps pour le Hirak et qui, par la force des choses, avec ce qui se passe en termes de Covid, ont vécu d'autres choses. Et comme je disais au début, puis Montréal, en tout cas, on est secoué par la nouvelle le décès de notre maman à tous et la maman de Lamine. Donc voilà, j'ai fait ma petite introduction comme ça. J'aimerais faire un petit tour de table. Je ne serai pas aussi bonne que Lamine, mais on va essayer. Donc on va faire un petit tour de table. Anya, Fatma Zohra, chacune votre tour. Comment ça se passe? Comment ça se passe là, comme Anya, c'est Milan, qui nous l'Italie, on a un rafo parce qu'apparemment c'est là qu'il y a le plus gros mal. Et puis Fatma Zohra est en Algérie, donc Habib Smaoukoum. Dites-nous, Anya d'abord, dis-nous qui fait l'Italie, Milan, comment vous vivez de la Covid, comment ça s'est passé, selon ton point de vue, comment ça s'est passé, un petit mot. Merci Karima. Ici, c'était très rapide.
fin février, quand le premier cas est apparu, enfin qu'ils ont diagnostiqué le premier cas, parce qu'après, c'est avéré que le coronavirus circulait déjà depuis quelque temps en Italie. Tout de suite, il y a eu des interventions du gouvernement central, donc de Rome. Ils ont décidé de mettre au début la ville où le premier cas est apparu. Après, ils ont mis tout de suite après toute la Lombardie. C'était quelle ville? Juste précision, c'était où C'est Codogno. Codogno. Codogno, avec le bel accent. Codogno, je vais le faire comme toi. Codogno, Donc, c'était le premier cas, c'était un jeune homme de 37 ans, sportif, aucun problème, aucune pathologie, qui vient juste au fait de sortir qui a été déplacé de la thérapie intensive, de la réa, vient juste aussi de devenir papa, parce que sa femme, elle a eu le virus. Elle vient juste d'accoucher elle aussi, mais il est resté quelques semaines en thérapie intensive, intubé. Donc, donc il n'est même pas dans le profil ça n'a même pas commencé avec le profil qu'on connaît, les gens à risque d'un certain âge. Donc en Italie, ça a démarré avec un cas qui n'est même pas qui n'est pas dans la catégorie avec, c'est ça? C'est ce que je comprends. Non. Les cas, parce que les gens, ils avaient remarqué qu'il y avait beaucoup de pneumonie. Les gens qui succombaient à cette maladie, ces pneumonies, c'était des personnes âgées avec des pathologies. Donc, dans notre famille, on a perdu un oncle, l'oncle de mon mari. On vient de perdre aussi mon père. Donc, l'oncle de mon mari, c'était avant que n'éclate le premier cas. Et il est mort d'une insuffisance respiratoire. Il allait bien, il venait tout juste de revenir de ses vacances et personne n'a soupçonné le coronavirus. Donc, on ne lui a même pas fait le test du coronavirus. Donc, ce que tu disais, c'est le jeune homme, c'est le cas déclaré, le cas haut. Exactement, le premier cas. Il peut y en avoir d'autres, comme un peu le… Ok. Oui, exactement. Il y en a eu avant. En fait, les numéros officiels, les chiffres officiels qu'on voit, que vous voyez tous à la télé, des morts qu'on a, on a plus de 17 000 morts. En fait, les maires des communes ont commencé ils se sont appuyés à une entreprise de Bergame. En fait, Bergame, c'est la ville où il y a eu plus de cas. Maintenant, c'est Milan. Maintenant, c'est Milan qui est en train de monter en flèche. Alors qu'on voit des chutes dans les chiffres dans les autres villes, Milan, elle inquiète parce que ça ne diminue pas, au contraire, ça augmente. Et donc, cette ville Bergame où il y a eu énormément de cas, et donc, il y a une entreprise qui est dans les statistiques. Ils ont comparé le numéro des décès de l'an dernier à la même période, le mois de mars, et le numéro des décès de cette année, ça a décuplé. Alors, les chiffres qui sont avancés officiellement ne reflètent pas la réalité. Donc, il y a d'autres statistiques parallèles à celles qui sont avancées par la protection civile italienne, qui fait une conférence de presse tous les jours à la même heure pour donner les chiffres du jour. Elle ne reflète pas la réalité, au fait. Elle ne reflète pas la réalité parce qu'il y en avait auparavant ou parce que… Parce qu'il y en avait auparavant, parce qu'il y en a d'autres qui meurent sans être testés. Ils ne testent pas tout le monde. Le test à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de décès dans les maisons de retraite, par exemple, qui ne sont pas testés. Ok, je comprends. Dans les chiffres officiels. Ok, je comprends. Et donc, Fatma Zahra, toi, Covid, comment ça se passe? Bon, Covid, comme vous êtes algérienne, donc vous savez que les premiers cas se sont déclarés à Blida, en Algérie. Donc, tout à fait au départ, donc ça devait vers la mi-février, je pense. Donc, il y a eu 2 cas. Ça a toujours été en Algérie, c'est des immigrés bon, d'après les 2 premiers cas, c'est une maman et sa fille qui sont venues assister à un mariage à Blida. Et c'est comme ça que ça a démarré.
Donc, Blida, c'est maintenant, par rapport à Alger, c'est Alger qui commence à prendre le dessus. Donc, c'est plus Blida, donc c'est Alger. Le nombre d'atteints, le nombre de… j'ai pas vu les chiffres d'aujourd'hui, mais ça commence à s'étaler beaucoup plus sur Alger. Donc, je pense qu'à Blida, les gens se sentent aguerris. Donc, le système sanitaire, c'est plus ou moins aguerri. Donc, la prise en charge est meilleure. Et comme il y a eu beaucoup de dons, de matériel et tout au départ, ça allait vers Blida. Donc, moi, je parle beaucoup plus de confinement qui n'est pas très, très respecté et je pense que c'est la cause de la propagation, si vous voulez. Donc, maintenant, je ne sais pas si ça se passe partout, on est sous couvre-feu depuis 15 heures. Donc, au départ, c'était 19 heures. Bon, ça faisait l'affaire des gens. Donc, les gens ne sortaient pas en masse tous en même temps. Là, tout le monde sort entre 8 heures et 15 heures. Eh ben, c'est la course. Les marchés sont archi-combles. Et puis, on voit pas, ils sont rares les gens. Je ne sais pas si vous me recevez là, parce que moi, je ne vous entends pas. Oui, on t'entend. Si, on t'entend bien, Très bien. Donc maintenant, c'est Alger, c'est beaucoup plus Alger. On est en train d'atteindre la barre des 2000 atteints en espace de 2 semaines. Donc, on a dépassé, il y a même pas une semaine, on a atteint la barre de 2000 et là, ça monte en flèche. Et bon, chose que je voudrais signaler, c'est l'utilisation de la chloroquine, voilà, de la chloroquine. Donc, il paraît, vous savez, même nous, les chiffres ne sont pas très fiables. On a des chiffres et je pense que, vous savez, quand on n'a pas des chiffres officiels comme ça, la rumeur, elle prend beaucoup d'ampleur. Donc, on dit qu'il y a, les chiffres sont beaucoup plus importants qu'on nous annonce. Et il paraît toujours, je dis toujours, je mets toujours entre parenthèses mes propos parce qu'ils sont pas fiables, ils sont pas d'origine officielle, enfin officielle, sérieuse, si je peux dire. Donc, les malades… il y a quand même des déclarations de chiffres de la part du… Oui, il y a tous les jours des déclarations du porte-parole du ministère de la Santé, tous les jours. Tous les jours, bon, fin de journée, vers 16h, 17h, on nous donne, je disais que aujourd'hui, j'ai pas vu. Hier, je pense qu'on avait dépassé le nombre de 200 morts. Je ne sais pas si on a atteint les 200 morts ou pas encore. Donc, le nombre de morts en 24 heures, ça montait crescendo à un certain moment. Mais là, on a eu quand même un flop quelque part. Donc, il y a eu 19 morts en 24 heures et le lendemain, on a eu 30 morts. Donc, on a soufflé un petit peu quand on a entendu 19 morts. On s'est dit, ça commence à descendre. Mais apparemment, bon, c'était le pic 30. Hein. C'était le pic de nombre de décès en 24 heures. Mais après, il y a eu 21, je crois qu'il y a eu 22 après, et voilà. Et ça commence, donc il y avait quand même une dizaine de wilayas qui n'étaient pas atteintes, mais là, il y a que 3 wilayas, donc on est 45 wilayas qui ont au moins un cas confirmé. Ok, mais là, c'est les cas qui ont été testés. Puis ce qu'on nous dit, en tout cas, ce qu'on reçoit nous comme information, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tests qui se font. Il y a une problématique de tests. Apparemment,
l'Institut Pasteur n'a pas assez de tests. Bon, on a appris aussi qu'il y a certains laboratoires qui commencent à être accrédités. Est-ce que tu as de l'information par rapport à ça, Fatma Zahra? Est-ce que tu es au courant de ça? Maintenant, je pense que ça, non, ça, un petit peu ces laboratoires, bon, qui ont eu l'autorisation du laboratoire Pasteur, voilà, l'Institut Pasteur, pardon. Donc maintenant, ça, oui, il y a plus de tests. Il y a plus de tests depuis une semaine quand même, ça va mieux. On se plaint plus on se plaint plus. On arrive à à faire d'après, toujours, je mets entre parenthèses, d'après les informations officielles. Voilà, c'est entre 500 à 1000 tests par jour. C'est énorme par rapport à 60 tests par jour pendant une durée de près d'un mois quand même. Là, ça commence à… Sauf qu'on est encore loin de la moyenne internationale. D'ailleurs, oui. Je ne veux pas rentrer dans le détail des chiffres parce que chacun définit ses chiffres. Exactement, même moi, à sa manière. Ania, toi, l'Italie, est-ce que tu as une idée de combien le chiffre de tests par jour ou c'est pas grave si tu ne l'as pas, hein? J'ai le chiffre, je viens d'ouvrir le journal pour voir aujourd'hui les chiffres d'aujourd'hui. Apparemment, c'est en train de baisser, sauf Milan, comme je disais, c'est la seule ville où les cas augmentent. Est-ce qu'il y a une explication pourquoi Milan, c'est un nouveau foyer? Non, en fait, récemment, il y a eu The Economist qui a publié aussi une étude où il disait que Milan était la ville la plus vertueuse dans le sens où il y a moins de personnes qui sortent à Milan par rapport à d'autres villes dans le monde. Donc ici, on est vraiment confiné, on ne sort pas, on sort pour rien, on ne peut pas sortir, tout est fermé. À part pour faire les courses, il y a des queues énormes. Parce qu'on doit respecter la distance de 1 mètre entre chaque client. Le supermarché que j'ai juste à côté de chez moi, il mesure même la température avant de rentrer. Ils ont créé aussi une queue préférentielle pour les personnes âgées et pour le personnel médical, parce qu'eux, ils font des gardes qui sont hallucinantes et ils ne peuvent pas se permettre à faire 2h30 de queue pour aller faire les courses, pour rentrer au supermarché. Donc, on peut sortir pour aller faire les courses. On peut sortir pour des urgences médicales ou bien pour travailler, parce qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont ouverts. Par exemple, les gens qui travaillent dans les supermarchés, les transports publics, comme ça s'appelle l'AMSA, c'est l'entreprise qui ramasse les ordures. Donc, il y a certains secteurs, la distribution par exemple. Donc, il y a certains secteurs qui sont encore ouverts. Et là, les gens doivent sortir et aller travailler. Et on doit sortir avec une justification, parce qu'il y a des contrôles policiers partout. Et avec cette justification, on doit dire où est-ce qu'on va. Ils font des contrôles, ils appellent. Par exemple, si mon mari sort et dit « je dois aller au travail », ils appellent l'entreprise pour savoir est-ce que c'est vrai. Est-ce que c'est une entreprise qui est ouverte? Est-ce que c'est un secteur qui doit continuer, qui doit être ouvert ou pas? Parce que la majeure partie font du smart work à la maison. Et ce qu'on appelle chez nous le télétravail, quoi. Voilà, le télétravail. Donc, on n'a pas de raison de sortir. Moi, depuis début février, je n'ai pas mis le nez dehors, à part pour accompagner mon fils chez le docteur, chez le pédiatre. Voilà, donc une fois je suis partie faire les courses, on fait les courses une fois tous les 15 jours parce qu'une queue de 2h30 c'est vraiment lent. Ouais, c'est pas évident, et justement tu sais, nous ici on arrive quand même à s'organiser pour faire du télétravail, mais Fatma Zahra, toi, est-ce que tu peux nous parler de ça? Je sais que bon, c'est plus et puis là, c'est vous deux hein, qui allez me dire plus Fatma Zahra que Ania, mais toutes les deux, vous pourriez parler. C'est que on a vu les mesures que le gouvernement il a fait, l'État qu'il a fait dans le sens où c'est plus un état d'urgence qu'un confinement, c'est-à-dire qu'il passe de 7 heures à 3 heures, en bas de là, il paraît que c'est à midi.
est-ce que vraiment, est-ce que ça a son effet? Est-ce que réellement, c'est le confinement. Au Canada, c'est le confinement. Je vois qu'à Milan, c'est la même chose. En Algérie, Fatma Zahra, pour toi, est-ce que ça a vraiment son utilité, la diète à midi, machin? Explique-nous. Bon, moi, dans ma famille, on respecte. Donc, mon mari, il fait du télétravail, comme tu dis. Ma fille aussi, elle travaille à partir de la maison. Donc, Curiosité, c'est des entreprises privées ou étatiques? oui, c'est des entreprises privées. Oui, c'est des Ok. entreprises privées. Mon mari est chef d'entreprise. Bon, il y va parce qu'il doit signer des documents, des chèques et tout. Donc, il Oui, mais doit lui, il n'y être va pas. Est-ce présent que ses parfois. employés, est-ce que ses employés sont en télétravail? Oui, c'est une entreprise de production, donc, mais au minimum, donc c'est très restreint par rapport à d'habitude. Donc, mais c'est une usine, donc c'est une usine de production. Donc, mais Donc, c'est pas évident. voilà, l'administration, tout le monde travaille à partir de la maison. Mais comme je te disais, donc, il doit se déplacer au moins une fois par semaine, voire 2 fois. Mais sinon, ma fille, elle n'y va pas du tout, hein. Elle travaille dans une multinationale, mais elle travaille elle travaille Donc, carrément carrément à partir de, avec les règles internationales. Mais par voilà, exemple, les sociétés voilà. Donc, c'est nationales, ce une, genre de choses, comment ils ont mis en place ça dans les sociétés nationales, je dans le crois secteur ils font national? j'ai pas d'informations comme ça vraiment très précises, mais je pense que ça se passe de la même manière. Donc l'administration, c'est quasiment confinement. Donc c'est tout le monde qui est à la maison. Mais quand c'est des entreprises de production, donc surtout de production alimentaire, moi je pense que les gens ils travaillent toujours et je ne sais pas comment que ça se passe exactement. Désolée, je me suis pas, je me suis pas Pas renseignée du tout, pas du tout. assez Puis c'était pas l'objectif. assez à l'antenne. Comme j'ai expliqué au début, l'objectif, c'est pas, on est toutes pas du tout expertes. C'est vraiment, l'idée, c'est chacune selon son expérience, puisqu'elle, son vécu, ce qu'elle sait de la situation, mais on ne cherche pas forcément à avoir des experts dans le domaine. Mais c'est plutôt le vécu. Donc, comme je disais, nous, on est capable de respecter ça parce que bon, bah, c'est tout le monde, puis c'est toute la journée. Mais en Algérie, par exemple, bah, avant, entre 8h et midi, forcément, il y a des gens qui sortent. Puis même après, forcément, il y a Il y des en a gens, je ne sais pas. beaucoup, il y en a beaucoup, c'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est Mm. que tout le monde sort parce que quand c'était quand même l'espace-temps était plus élargi jusqu'à 19h, plus ou moins, mais là les gens sentent la pression. Donc eh ben à 14h30 les supérettes comme on les appelle chez nous sont archi courts, les gens se bousculent, ils sont l'un contre l'autre. C'est ça. C'est vraiment catastrophique, Et catastrophique. finalement, on a l'effet inverse, quoi. On a l'effet inverse. Voilà, voilà, c'est ça. C'est franchement, personnellement, et beaucoup de gens ne voient pas où est l'utilité de restreindre comme ça les mouvements des gens. On aurait dû maintenir. Bon, les gens acceptaient le 19h. C'était un peu difficile. Les jeunes qui ont l'habitude de veiller, de rester. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Algérie, il y a beaucoup de familles qui sont dans des logements très très petits, hein. Il y a à Alger par exemple, il y a des gens qui dorment à tour de rôle. Je ne fabule pas, je ne dis pas n'importe quoi, mais il y a beaucoup de familles où les garçons veillent le soir et rentrent la journée pour y dormir. Donc maintenant c'est un peu compliqué et il y a pas mal de complications, hein. Il y a pas mal de complications, donc on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas facile. Non, mais ça complique effectivement la situation. Donc, les maisons exiguës, tout ça, c'est normal. Effectivement, ça complique la situation. Et puis, le fait que
les commerces ne sont pas fermés toute la journée. Mais ça aussi, est-ce que c'est faisable en Algérie? Je ne sais pas, Ania, puis comme moi, je veux dire, il y a moyen. Là, il y a toujours moyen. Tu commandes par téléphone. Je ne sais pas si ça se passe de la même façon en Italie. Au pire des cas, ben, tu vas par téléphone, tu commandes et puis on te livre. Ou là, je veux dire, tu fais tes achats. C'est respecté les mesures sanitaires ou de distanciation sont respectées. Mais bon, en Algérie, ça ne l'est pas. Les commerces, il n'y a pas de livraison à domicile. C'est peut-être pas si évident que ça de le respecter. Puis avec ça, je sais qu'à Montréal, il y a des gens qui se retrouvent à avoir perdu leurs emplois. Est-ce qu'en Italie, vous avez vécu ça? Est-ce qu'il y a des mesures pour aider ces gens-là? Comme en Italie, Ania? Ouais, si on veut. Oui, ici, si on veut. Ouais, c'est un gros problème. C'est un très gros La perte économique, les gens, ils en parlent pas beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a le volet santé qui nous effraie tous, mais de l'autre côté, j'ai la peur de me réveiller ou de nous réveiller tous un matin avec une grosse crise économique. Comment ça se passe? C'est quoi le tableau? Le tableau ici, c'est toutes ces personnes qui travaillent, comme on a dit ça, à leur propre compte. Il y a beaucoup de personnes précaires, si on veut, qui ont dû ouvrir un registre de commerce pour simplifier et prêtent service, que ce soit dans l'enseignement ou faire traducteur, faire travailler comme informaticien. Et puis après, ils travaillent dans les entreprises. Donc, toutes ces personnes-là, ils n'ont pas un salaire fixe. Ils travaillent, ils gagnent quelque chose. S'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent rien. Donc là, le gouvernement, il a fait une mesure spéciale pour ces gens-là, et pas tous, selon des conditions, pour avoir 600 € par mois. Ici, en Italie, on n'a pas le SMIC, on n'a pas le salaire base. Mais disons que plus ou moins, c'est autour de 1 000 €, plus ou moins. C'est un peu moins de 1 000 €. Donc, 600 €, c'est très peu pour pouvoir payer un loyer, payer ses factures, s'acheter parce que maintenant, on mange. Ils ont suspendu, le gouvernement, ils ont adopté certaines mesures. Ils ont suspendu tous les paiements des taxes. Ils ont suspendu le paiement des prêts bancaires. Ils ont suspendu, qu'est-ce qu'ils ont suspendu d'autre? Ils ont adopté certaines mesures parce que les gens, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'entrée d'argent et ils ne peuvent pas affronter certaines dépenses en ce moment. On est à la maison depuis 2 mois sans salaire pour certains. Ceux qui travaillent dans l'administration publique ou dans les entreprises, pour le moment, ils ont un salaire, mais beaucoup d'entreprises, on prévoit que beaucoup d'entreprises vont fermer après. C'est ça, maintenant, le problème principal, c'est santé, c'est le problème sanitaire, mais le problème économique, il est là. On sait que quand tout ça va finir, on aura notre problème à affronter. Il y a le problème économique à affronter, mais en même temps, j'ai là Nassima qui dit une économie peut ressusciter, mais pas un mort. La problématique dans ça, c'est que toi, tu es travailleur et si tu vois que tes revenus vont diminuer parce que tu es confiné, tu ne vas pas te confiner, tu vas juste travailler. Donc, ce n'est pas vrai que les deux problématiques sont séparées. C'est-à-dire que veux pas, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Si tu décides finalement de rester chez toi confiné, tu vas quand même prendre le risque de sortir, même chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont à risque, mais que s'il n'y avait pas de mesures gouvernementales pour lui dire reste chez toi parce que tu risques d'être à risque pour ne pas contaminer les autres, lui, il va quand même sortir. Puis ça s'applique beaucoup plus. Par exemple, à l'Algérie, où il y a une Nestlé, il ne gagne pas son truc, puis il n'y a pas de mesures. Au Canada, par exemple, il y a eu beaucoup de mesures fédérales, provinciales. On a quelques catégories
les mesures d'aide, mais il y en a beaucoup qui sont rentrés dans ces mesures d'aide. En Algérie, je ne sais pas comment font les gens. Hein. Fatma Zahra. Eh ben, c'est. Il y a beaucoup de gens qui commencent à sentir là, parce que ça fait quand même un peu plus de 15 jours où le confinement est appliqué pour tout le monde. Donc, on parlait des gens, par exemple, des gens qui ont des petits commerces et qui n'ouvrent pas depuis près d'un mois. Donc, ils doivent payer la location du local, de leur commerce. Et aussi, ils n'ont pas d'autres ressources. Sans parler des journaliers, des gens qui travaillaient, les maçons, sans parler de cette catégorie qui ne travaille pas non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'un élan de solidarité vis-à-vis de ces familles-là. Et justement, on en parle. On en parle. Donc, comment s'organisent les gens bon, on le sait. Hein, pour le moment, il n'y a aucune. Pardon, Kalima, vas-y. Là, on a vu sur Facebook beaucoup d'initiatives, mais de ton côté, de ton point de vue à toi, comment s'organisent les gens dans les circonstances? Ben, comme je te dis, moi, j'ai des amis sur Facebook. Je ne sors plus malheureusement, mais je me renseigne, je demande après les nouvelles des gens. Donc, il y a des gens qui sont en train d'atteindre vraiment le fond. Hein. C'est en plus ces élans de solidarité, ils ont été vraiment coupés. C'est maintenant. Maintenant, je ne sais pas comment on va faire. C'est ça. C'est que vraiment, on a, au début, on n'a pas senti, mais là, les résultats commencent à apparaître. À mon avis, dans peu de temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens vont sortir à un certain moment. Les gens vont sortir, ils ne vont pas supporter cette situation. C'est invivable quand même. Quelqu'un qui gagnait 1000 dinars par jour, maintenant, bon, il y a des gens qui aident, mais l'État ne fait rien. Mais l'État ne fait rien pour les gens non salariés, c'est-à-dire les gens qui travaillent au jour le jour. C'est de cela que je parle. Donc, pour les salariés, c'est bon. Donc, ils ont toujours leur salaire est maintenu. Donc, ils ont leurs ressources de revenus. Leurs sources de revenus, pardon, mais sinon, les autres, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Oui, mais justement, comment les gens s'organisent dans ce sens-là? Je sais que toi, tu es très active dans les… oui, il y a des actions. Hors Blida, parce que Blida, moi, je vais te dire, à Blida, c'est interdit de passer à Blida. Donc, les gens s'organisent, ben, je vais te dire comment que ça se passe. Les gens font des collectes de denrées alimentaires. Donc, ils prennent un pick-up, ils vont à la frontière. Donc, à la frontière ici par rapport à Blida, c'est Bir Touta. C'est là qu'on va. Donc, il y a un autre transport qui arrive, qui prend la marchandise. Voilà. Donc, et là, c'est quand les autorités sont gentilles. Hein. Parfois, ils nous renvoient. Parfois, ils nous disent que c'est impossible. Mais des fois, on tombe sur des gens qui sont humains. Donc, la plupart du temps, à 90%, ça se passe de cette manière. Ça se passe de cette manière. Est-ce que c'est à travers des associations ou c'est des oui, il y a des associations qui travaillent dans ce sens. Mais il y a des gens qui s'organisent en groupe, Donc, c'est insupportable de voir ça. Et donc, les gens ils ont trouvé des manières d'esquiver un petit peu la surveillance et d'acheminer les denrées alimentaires, ne serait-ce que les denrées alimentaires, le lait pour bébé, surtout pour les enfants. Okay. Voilà, donc moi, c'est comme ça que
que vous J'ai un arrivez petit à… peu ouais. dénoncé ma façon de faire et la façon de faire de pas mal de, de personnes. Je vais vous envoyer des vidéos. Les gens qui, bon, moi je fais pas de vidéos, je fais pas de photos, je fais pas de, mais je vais vous envoyer des gens comment ils collectent, ils font des appels sur Facebook. Et puis il y a des réponses. Hein. Il y a des gens euh, qui font des dons, qui viennent vers les personnes qui s'occupent de ça. Et voilà. Ok, ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ça s'organise d'une manière parallèle, si tu veux, au circuit de l'État. C'est ce que je comprends. Informel, ben c'est ça, c'est comme ça, on marche que dans l'informel, c'est malheureux de le dire, mais pour nous, c'est formel. Pour nous, ça doit se faire de cette manière. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Ici, au niveau de la diaspora, il y a des initiatives, il y a des choses qui se font pour essayer d'aider un peu, pour essayer d'envoyer. Est-ce que c'est quelque chose, les Smatoubiha, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu passer, Fatma Sahra? C'est des initiatives de l'étranger, des membres de la diaspora, pour aider, Oui, que ce soit pour du matériel médical. de la France, mais aussi là, ça a été structuré. Donc, en fait, je ne sais pas comment j'appelle ça. Ça a été un petit peu, je vais dire, gâché par l'État. Parce que quand on demande aux gens d'aller aux ambassades, déposer tout aux ambassades, que ce soit les Algériens à l'étranger ou en Algérie, les gens ne font plus confiance. Je suis désolée de dire ça, mais ça n'a pas eu de réponse, hein, à partir moi je parle de la France parce que c'est là où on a le plus d'Algériens. J'ai pas beaucoup d'échos, mais je pense que ça ne va pas marcher non plus parce que les gens veulent faire ça par eux-mêmes, ils veulent aider et voir où va leur aide. C'est ça le problème en Algérie. C'est qu'on aide Une et perte de confiance, dans le on fond. veut voir. C'est une perte de confiance. C'est ça, c'est ça le grand problème. Ok. C'est ça le grand Anya, problème. toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah oui, ici, le consulat algérien à Milan, il a lancé un appel pour passer toutes les aides par le biais du consulat et beaucoup de commentaires ont été, ils n'auront rien de nous, ça va pas, non? Oui, un manque de confiance. Voilà, c'est Rien, non, mais quand il y a eu l'appel sur le groupe Free Algeria pour collecter les masques Decathlon pour les envoyer en Algérie, ma première demande, comment les faire acheminer en Algérie? Comment on va être sûr pour que ça arrive directement aux hôpitaux, au personnel médical et non pas entre les mains de mafieux, parce que chez nous, c'est la mafia en Algérie. Moi, j'appelle notre gouvernement une mafia pour que ça n'arrive pas dans les mains des mafieux. Et comment ça a été réglé, ça? Comment ça a été fait? Ben à la fin, je ne sais pas à Paris comment ils se sont organisés, parce que je n'arrive pas à suivre avec 3 enfants toutes les conversations. Ici, Faïza ne nous a pas rejoint, mais ce n'est pas grave. Ici, il n'y a rien eu. Ici, il n'y a rien eu. Il y a eu l'appel du consulat et c'était de l'ambassade et c'était tout de suite. Beaucoup de gens ont répondu, mais il n'en est pas question ils n'auront pas un sou de notre part. Mais ça c'est le cas, je pense, que de plusieurs, parce que c'est un peu, on revient à cette histoire de perte de confiance, mais c'est un circuit parallèle. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un circuit parallèle justement pour pouvoir acheminer tout ça? C'est quoi la solution? Personnellement, moi, je n'ai pas eu d'écho d'un circuit, d'une association qui peut acheminer le matériel aux hôpitaux algériens. Donc ici, chez nous, il n'y a rien qui est fait. Il y a une association ici qui est active à Bologne depuis des années déjà. Elle s'appelle Un bâton pour Un bastone per l'Africa, Un bâton pour l'Afrique. C'est un Algérien qui collecte du matériel pour les non-voyants. Ok.
Ah, voilà. Ah, elle est là. Donc, on a Faiza de Paris qui vient de nous rejoindre aussi en ligne. Faiza, bonjour, est-ce que tu nous entends? Salut. Salut, bonjour. Donc, Faiza est de Paris. Voilà, j'ai eu du mal à me connecter, mais là, c'est bon. Pourtant, c'est Paris, زعما la France. Hein. تدخل علينا Zama, mais l'émission bon, وكذا Et pourtant, faites ma Saura de Zeralda a pu se connecter. eh ben voilà, Géralda, Bousmeri, c'est toujours la région algéroise. Voilà. Je suis très contente de me retrouver avec vous ce soir. Merci. Un peu en retard, mais bon, Manish, je vois que vous avez déjà commencé à parler de façon en Algérie surtout. Parce que, Exact, exact. Mais j'aimerais bien prendre le temps quand même de revenir vers Paris, la France, la situation de la Covid, comment vous vivez ça, les décisions. Juste un petit mot, pas très long, mais juste un petit tour d'horizon sur la situation. écoute, ici à Paris, on prend ça très au sérieux, donc on est super bien confinés. On s'est déjà jeté sur les pattes. عندنا كل واحد عنده stock ديالو. Malgré ça, il y a quelques personnes qui aiment bien sortir ou là, voilà, se faire comment on appelle ça, des petites expériences, quoi. Mais bon, qui échouent parce qu'il y a un service d'ordre dehors très, très strict. Donc voilà, confinement très respecté ici en Île-de-France parce qu'il y a beaucoup d'alertes et voilà, on sort avec enfin pour sortir, il faut motiver ses sorties, voilà, on est contrôlé à tout moment. Et voilà, donc sinon le 15 répond très bien à tout le monde. Si je pense qu'ici on est pour parler de la diaspora. Oui, Euh, oui. Voilà, la solidarité algérienne, elle est toujours au rendez-vous. Donc, ici, à Paris. Que ce soit déjà en France, parce que ce qu'on disait, c'est que justement, à cause du confinement, il y a une catégorie de gens qui vont se retrouver en situation économique un peu délicate déjà dans le pays dans lequel on est. Et puis, bien sûr, on a tous notre cœur en Algérie, donc on pense tous à nos parents et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Donc, moi, c'est les deux, parce que je ne peux pas dissocier les deux, il me semble. Donc, nous, ici en France, nos salaires, ils sont maintenus. Hein. Donc, tous ceux qui ont un salaire, que ce soit dans le privé ou là dans le public, on maintient nos salaires. Bon, beaucoup s'organisent à faire du télétravail. Donc, il n'y a pas eu de gens qui ont été mis dehors, d'après ce que tu dis? Ceux qui ont eu des soucis, c'est surtout ceux qui travaillent dans le privé et surtout ceux qui font des petits boulots, en fait. Je parle des étudiants ou alors des personnes qui ont des petits contrats 3 mois et tout ça. Mais bon, voilà. Donc, sinon, ceux qui sont en CDI ou CDD à long terme ou qui sont fonctionnaires, etc., l'État maintient Et l'autre l'État. catégorie, oui, l'État maintient même pour le privé. Au fait, il aide le privé, c'est-à-dire les patrons de boîtes privées sont aidés par l'État. Donc, les boîtes privées sont obligées de payer leurs salariés, par exemple les hôteliers, les restaurateurs, je ne sais pas, voilà. Donc, intéressant ce que tu dis parce que je fais le parallèle un peu avec ce qui se passe ici. Nous, puis c'est un peu un des plus grands reproches qu'on a vis-à-vis de notre Premier ministre, Justin Trudeau, c'est qu'il y a eu beaucoup de mesures d'aide. Oui, il y en a eu pour les entreprises, mais la plupart des mesures d'aide s'organisent vers le particulier. Donc, si tu es mise dehors, tu as un revenu, tu as ci, tu as ça, tu comprends. Puis le reproche, c'était pourquoi ne pas aider l'entreprise à faire en sorte qu'elle maintienne ses employés? Pourquoi passer directement vers l'employé? Pourquoi ne pas passer par l'entreprise? Puis j'entends qu'en France, c'est ce qui a été fait, c'est ça? Oui, ici, moi j'ai l'expérience parce que je connais une personne qui a un hôtel, par exemple. Elle a mis tout le monde en confinement, mais les salaires, ils sont perçus, c'est-à-dire la personne, elle paye ses employés. Et l'État leur a dit que bon, tout ce qui était, voilà, qu'ils allaient les rembourser certainement ou faire des échéanciers ou je ne sais pas moi comment Mais il y a des mesures d'aide pour les entreprises. Oui, il y a énormément, oui, absolument.
Ah non, Ok, ça, c'est pour ça, intéressant. Macron, bien qu'il soit détesté par pas mal de gens, mais je pense qu'il a assuré, quoi. Ok. C'est pour ça qu'il n'y a personne dehors. Et après, bah, il y a toujours les aides, enfin, le secours populaire, quoi. Il y a beaucoup d'associations qui sont mobilisées pour aider justement ces personnes lésées, c'est-à-dire qui n'ont pas de revenus fixes ou qui travaillent du jour au jour le jour ou des choses comme ça. Bien sûr, elles sont aidées. Il y a le croissant rouge, enfin, du cœur, voilà, qui vont dans les familles un peu en situation difficile et qui les aident ponctuellement. Et au niveau de la communauté algérienne, de la Alors diaspora, nous, j'imagine, hein. oui, absolument. Déjà, nous, déjà en tant que dans le Hirak, hein, parce qu'on est actif quand même depuis le 17 février, donc on est plusieurs collectifs hein, à Paris, voilà. Et on a des collectifs qui ont, par exemple, fait une cagnotte pour les sans-papiers, les Harraga. Donc, tout le monde a participé d'une façon vraiment spontanée. Et donc, il y a un collectif qui a, c'est-à-dire on s'est partagé les tâches. Il y a un collectif qui a fait une collecte pour les haragas pour les aider voilà, pour subvenir à leurs besoins du quotidien durant cette période. Et on a un autre collectif qui, lui, par exemple, il a envoyé des dons en Algérie, aider les hôpitaux. On a des collectifs qui ont aidé, par exemple, les hôpitaux de leur région. Ça, voilà, ça me plaît pas trop, mais bon, c'est comme ça. Et on a des collectifs aussi qui essayent d'envoyer aussi de l'argent, parce qu'on peut pas du matériel malheureusement, donc on envoie des sous là-bas pour qu'ils puissent acheter du matériel médical, voilà, ou confectionner ou acheter de quoi faire des bavettes ou des masques, des choses comme ça. Voilà. Et vous passez par des Alors, ce qui me associations ou par des désole, particuliers, Faiza? où ça? En Algérie ou Oui, ici? en Algérie, en Algérie. D'accord. En Algérie, bah, il y a quelques associations qui ont le droit de recevoir de l'argent. Donc, c'est des associations qui sont accréditées par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le Croissant Rouge et peut-être deux ou trois associations qu'on ne connaît pas. C'est pas le Croissant Rouge, oui, le Croissant Rouge, les Hilal Poisson Ahmar rouge. Mhm. et les scouts et peut-être une association Nasr Khair ou un truc comme ça, il me semble. Ouais, Hein. ouais, Après, Nasr toutes les Khair, autres depuis longtemps. associations avec lesquelles nous, collectif de Boule Algérie, nous avons l'habitude de travailler avec eux pour Janet, etc., et ben, ces associations-là, elles n'ont pas droit de recevoir de l'argent ni d'aide. Voilà, parce qu'au fait, tout doit être centralisé et tout doit passer par l'État. Voilà, vu que donc la situation حنا nous désole parce que on n'a pas forcément envie de mettre notre argent dans les caisses de l'État parce qu'on ne fait pas confiance de toute façon. Donc voilà, c'est un peu décourageant pour nous et c'est même une insulte parce que on nous oblige à passer par eux et on ne sait pas trop si ça va aller au peuple. Donc, ما يديرونا حجرة في الصباط et on a envie d'aider nos confrères et sœurs là-bas, nos compatriotes, et surtout on a envie d'aider les hôpitaux qui sont vraiment dans le besoin. Et le problème, c'est que là-bas, il y a, la répression, elle dure toujours, c'est-à-dire ما حبسوش. Donc, un médecin qui va crier, par exemple, pardon. non, mais je parle juste des dents où on est vraiment كي شغل عندنا دراهم ما نقدروش نبعثوهم بلادنا. On veut les envoyer directement aux personnes concernées, c'est-à-dire ils savent faire bon usage. On a des laborantins, on a des médecins, on a des pharmaciens, on a même des jeunes dans le paramédical qui savent confectionner du matériel médical aux normes sécurité santé sécurité, c'est-à-dire ils savent tout faire. Hein. On a des la Hiberk, machallah, Oui, une on belle a vu des voilà, initiatives, on a vu des initiatives, des voilà, visières, voilà, beaucoup de absolument. Donc les l'imprimante dons 3D locaux, c'est RRX, bien. oui. Voilà, les dons locaux, c'est bien, mais
c'est-à-dire انا عندي درهم حبيت نمد علاش يقول لي ما تمديش ولا يقول لي non يلزم تفوتي عندي. Il faut que vous passiez chez moi, vous mettez dans ma caisse et moi je vais réfléchir à qui je vais donner. Pourquoi ces méthodes-là? Ouais, j'ai pas compris. Tout doit passer par la pharmacie centrale. La pharmacie centrale qui distribue au compte-gouttes les masques et tout ça dans les zones Covid. Mais bon, il y a des zones Covid, d'accord, mais il y a des petits dispensaires qui font le tri. C'est-à-dire les gens ils rentrent dans les petits dispensaires du village ou là, de la région. Et c'est les petits médecins, monsieur petit hacha, mais je veux dire, c'est les médecins qui accueillent ces gens-là, qui font le tri, c'est-à-dire qu'ils vérifient s'ils ont le Covid ou ne l'ont pas, et après ils l'envoient en zone Covid, ils l'envoient dans l'hôpital. Donc avec le médecin, par exemple les dispensaires donc, même policiers donc, même voilà, les pompiers, ils n'ont pas assez. ما عندكمش خلونا نعاونوكم خلونا نعاونوا مي نعاونوا هذوك الناس من نتوما جبتوا روحكم. Nous on entend parler de 300 personnes, 300 médecins qui sont venus de Chine, des conteneurs de médicaments, وين راهم؟ Normalement, on ne doit pas chômer. وين راهم؟ Les médecins, ils ne peuvent pas le dire aussi ouvertement. Mais ça, par contre, tu vois, moi, ça fait pas longtemps, on a reçu Dr Jaballah qui donnait un peu une explication à ça. Il disait, c'est-à-dire, on ne parle pas de l'État, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, c'est un bon choix, c'est un bon choix. Lui, il disait, tu peux pas ramener un médecin, oui, c'est bien de vouloir aider, mais tu peux pas ramener un médecin qui... L'idée, le choix des médecins chinois, c'est parce que ils viennent de passer par la situation. Ça, c'est pas parce qu'ils sont chinois, c'est juste parce que ils viennent de vivre la situation, ils viennent de sortir de la pandémie. Oui, donc, ils ont de l'expérience. Mais tu vas ramener un médecin qui est à Paris ou là qui est à, je sais pas, non, mais nous on parle pas. Mais qui n'a pas, tu comprends ce que je veux dire, qui n'a pas d'expérience. Oui. Ce que je veux dire, Karima, c'est que les médecins qui sont en Chine, les Chinois qui sont en Algérie, pardon, ils ne sont pas dans les hôpitaux publics. Ils sont, on ne sait pas où ils. C'est-à-dire, où ils déjà, ça fait plus de 10 jours qu'ils sont en Algérie. Ils sont où? Puisqu'ils ne sont ni à Mustapha, ni à Blida, ni à Oufet, ni à Oran, ni à Mousta. Ils sont nulle part, on ne les voit pas. Où ils puisque Jabom, nous les autres médecins de leur expérience. Donc, nous, on veut bien les voir. Hein. Moi, j'aimerais bien montrer un Chinois, médecin chinois, pardon, dans un hôpital public en train d'expliquer à notre médecin algérien sur place. Et voilà, au moins faire une photo et Bahtoana. Et ce qui me désole aussi, c'est qu'il y a des gens aussi là-bas qui sont prêts à faire des dents, mais qu'on leur un communiqué de presse. C'est-à-dire, s'il n'a pas un communiqué de presse comme quoi qu'il a donné tant, il ne donnera pas. Et ben, parce que les gens le disent, je sais, même la télé algérienne ne le dit pas, mais il y a des gens qui sont sur le terrain, c'est des donateurs ou alors des récepteurs, des associations et tout ça, un communiqué de presse. Non, mais ça, on a eu Mahrez justement il y a 2 semaines, et c'est exactement le cri du cœur mesquine qu'il avait. Ça m'a beaucoup touché. Il recevait des communiqués de presse de la part d'entreprises où là, il a schématisé ça et c'était vraiment spécial. Il disait, tu es dans la rue, puis tu vois un gars sur une bicyclette ou là sur un truc et avec le logo de la compagnie sur la bicyclette, le logo pour la casquette, le logo pour le t-shirt, le logo pour l'AFSA. Il est en train de disperser ou de lancer de l'eau de javel ou peu importe. La récupération. C'est de la publicité. Donc, il s'achète de la publicité gratuitement ou quelque part, donc avec un geste qui est censé être pour aider et il se fait de la publicité. Donc là ça m'amène un peu à la crise de confiance qu'on vit, puis on ne peut pas dissocier le Hirak versus ça. J'aimerais vous entendre toutes les trois par rapport à la situation aussi des détenus. Moi, j'ai vu aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu le pape lancer un appel aux pays riches disant arrêtez votre égoïsme, il faut aider les pays pauvres et un cessez-le-feu, arrêter toutes les guerres. Et l'OMS dernièrement a demandé à libérer tous les prisonniers, donc arrêter qu'il n'y ait plus on parle de confinement où on a des prisonniers, des détenus un peu partout. Donc,
les détenus تاعنا حنايا حالتهم. Parce que je sais que les autres prisonniers, il y a eu une déclaration, un italien. Et comment, non, comment on dit, comment on va en italien? Oh. Hello. Salut Anya. On a un italien avec nous. Frère Jacques. Buongiorno, bambino. Buonasera. Buonasera. Salam alaikum. La lune, on va faire la lune, d'accord. Juste ton micro, Anya, s'il te plaît. Oh. Oui, donc c'est ça. Quand tu veux intervenir, tu enlèves ton micro, Anya. C'est ça. Alors, les détenus, que ce soit Faiza ou peut-être Fatma Zahra qui est sur place. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, les détenus? Eh ben, c'est la grande de libérer ceux qui sont, bon, libérer, je ne sais pas, faire, je ne sais pas comment, mais au moins, éviter la promiscuité qu'il y a dans les, il faut dire que nos prisons sont archi-combles, il faut le dire, c'est surpeuplé, donc au moins il y a eu l'appel de l'ONU qui a demandé à tous les États de libérer, et nous, c'est le contraire qui se passe. C'est le contraire qui se passe. Donc, aux hirakistes, il y a eu un acharnement il y a une semaine sur les hirakistes de Biskra. Il y a eu 3 ou 4 activistes qui ont été arrêtés. Et il y en a un peu partout à Oran, à Tlemcen, à Alger, alors n'en parlons pas. Il y a tous les jours 2 ou 3 arrestations, tous les jours. Et puis ces leaders politiques qui sont emprisonnés. Donc il y a Karim Tabou, il y a Samir Belarbi, il y a le policier Toufiq, je ne sais pas comment son nom qui est de la wilaya de Chlef. Il y a toutes ces personnes. Est-ce qu'il n'y a pas un silence? Mais est-ce qu'il n'y a pas un silence aussi des dirigeants je ne veux pas utiliser, c'est pas vrai, c'est pas le cas, c'est une erreur de ma part, mais toutes les figures du Hirak, là, les chefs de parti, les différentes figures du Hirak, on ne les entend pas parler des détenus ou la Balakana, je ne les vois pas, mais il y a le seul pas quelque chose. Hein? Le seul qui sont en train de défendre les détenus politiques, c'est les avocats. C'est les seuls. Donc il y avait quand même le Hirak qui mettait un peu d'équilibre. Donc c'était pas aussi, ils étaient pas. Mais là, c'est le Hagra, c'est franchement carrément. Donc le Hirak, c'était comme un parlement qui disait ce qu'il pensait toutes les semaines, 2 fois par semaine, le mardi par les étudiants et le vendredi par le reste de la population. Donc il y avait quand même un certain scrupule, mais là ça devient vraiment je sais pas comment appeler ça. Ouais. Je veux pas trop m'énerver. Ouais. Faiza, toi, ton avis? Au fait, nous déjà ici, depuis l'étranger, on s'indigne de cette décision de garder encore les prisonniers, surtout Tabou et Ousmane Nakaz, qui sont quand même il paraît qu'ils sont très 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 malades. Donc ils sont vraiment ils vivent dans des cellules, bien sûr. On sait comment sont nos prisons en Algérie, hein. Et nous déjà au sein de Free Algéria, on a déjà alerté un peu la presse ici à l'étranger et ailleurs pour demander justement aux autorités algériennes une trêve de lever momentanément l'enfermement des détenus, les rendre à leur famille. De toute façon, ils peuvent les mettre sous contrôle judiciaire, mais au moins les laisser faire leur confinement en famille.
Et c'est juste inhumain, c'est même pas donc هذيك خرجوا كاع من القانون déjà خرجوا من الشرع comme on نقولوا, ils sont carrément Voilà. hors la loi et même ici en France, les Français les Français sortent leurs détenus qui sont fragiles, hein, et ils essayent de trouver des alternatives à leur enfermement pour payer leur peine, etc. وحنا في الجزائر non seulement خرج غير les détenus de droit civil, on va dire, mais les détenus تاع الحراك, c'est comme si on a l'impression qu'ils se vengent de ces gens-là en leur Ouais, mettant c'est encore une ça, c'est ce double qu'on peine. ouais, c'est ce Voilà, qu'on et ça voit. c'est juste inhumain. ما هذه كاع هذه Mais الإنسانية quel est كاع le ما moyen qu'on تقبلهاش. a? Quel est le moyen qu'on a? À Le part moyen, c'est dénoncer, qu'on continue. mais est-ce qu'il y a quelque chose? Je veux dire, j'ai posé la question à Fatma Zahra tout à Oui, l'heure. alors moi, je C'est- sais Moi, personnellement j'entends parce que personne. J'entends oui, pas. non, Les non, il y a Zoubida Boutachil, Assoul OK. si, il y a Zoubida Assoul qui fait énormément de posts pour pour dénoncer la condition de ces détenus qu'elle défend et même celles qu'elle défend pas. Il y a, c'est vrai qu'actuellement, ni le PAD ni la société civile, كلش تقول راهم vacances ou là, C'est ce que oui, j'ai et dit, tu c'est, vois. Parce que tu as on beau sait faire pas ce une qui se passe déclaration, Faiza, tu as beau faire une déclaration, mais s'il n'y a pas d'action sur réelle, place, oui, là-bas, oui, quoi, absolument. qu'est-ce C'est-à-dire, qui se passe? احنا de toute façon, هنايا, on véhicule leurs cris, hein, donc احنا, on n'invente rien, on essaye de porter leur voix là-bas. Mais si là-bas, ils dorment, je suis désolée, moi, je veux pas dormir, donc je continue, mais j'aimerais aussi, et c'est vrai que tu as raison, كما يقولوا surtout à Blida, pas de son, pas d'image. C'est-à-dire, on C'est les entend ça. plus et on a l'impression que la vie s'est arrêtée, la vie militante en Algérie. Les revendications se sont arrêtées avec le confinement. Or, on a une situation récurrente, on a une situation inhumaine. الرحمة كاع ما كانش, Oui, mais et en fait, en plus, Faiza, il paraît on que est en train, Faiza Hadi, on est en train de le répéter. C'est-à-dire que le gouvernement, on sait qu'il est inhumain, on sait qu'il est hagar, on sait qu'il va faire ça. On le sait depuis le début, c'est pas nouveau. oui, Donc, moi, je me pose la question, c'est qu'est-ce que... oups, ok, là, on a perdu Faiza. Allô? non, non, parce Ah, qu'on tu es là, m'appelle, alors on te voit. voilà, Oui, voilà, je suis là. ok. Mais qu'est-ce qu'il y a, quelle action devrait entreprendre? Et puis, moi, je m'attends à le voir plutôt de la part de figures, je veux dire, de quelqu'un comme les chefs de parti, comme, mais une organisation, mais ok, tu mets ça sur Facebook, c'est un peu ce qu'on Ouais, est en train de faire nous. Mais oui, pratico-pratique, il y a pas grand-chose. Puis, il faut vraiment dissocier sur le volet santé, oui, puis je suis parmi les premiers qui dit et sur la Sokhette, on l'a répété à plusieurs reprises, il faut dissocier la lutte pour sauver le peuple algérien et nous sauver tous, dans le fond, la planète de ce malheur qui est la Covid. Mais aussi, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des détenus, sans oui. aller vers les revendications du Hirak, mais les détenus, on ne peut pas les ignorer. Est-ce qu'il y a une Absolument. De action toute à façon, faire? c'est un geste civil, hein. C'est plus de la revendication. C'est C'est-à-dire, ça. même si on n'était pas dans un conflit avec le pouvoir et qu'il voilà, il y a une opposition, même s'il n'y avait pas cette opposition et que tout allait bien et qu'on voit des détenus encore en prison, on doit les défendre, on doit leur dire voilà. Mais c'est vrai que هادوك اللي كانوا يخرجوا في الحراك, les chefs de parti, le groupe du PAD, même les têtes du Hirak, par exemple l'Almas, on n'entend pas, Reda, je ne me rappelle plus de son nom, Degba, bon, vous me corrigerez, mais on l'entend pas. Bachir, Bouchechi, il intervient sur Facebook. Pardon, Faiza. oui, Il oui, intervient. mais voilà, c'est-à-dire, Vas-y, termine. Mais c'est ça. c'est-à-dire Moi, on je a te dis l'impression pourquoi qu'ils n'ont même ces plus. gens. Oui, je Non, te laisse. tu sais, moi, je risque gros là. Là, en parlant,
je risque gros. Non, non, Donc, ne parce prends que pas ce de risque, pouvoir, Fatma Zahra, là. non, 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 mais non, on non, parle non, de je la vais Nous, on dire, est je à vais dire l'aise. ce Non, qui nous, se on est à passe. l'aise et je ne veux pas Non, que, je veux dire, non, non, elle appelle non, d'Algérie. non, Salima, c'est pas pour, non, c'est pas pour, je parle pas de moi, je parle pas, tu sais, parce que le pouvoir opère dans l'obscurité, parce qu'il profite de cette situation. Je voulais pas parler de ça parce que je pensais qu'on allait parler Corona et tout. Et, elles n'interviennent pas, elles interviennent où? Les médias sont toutes sous contrôle, tous les médias sont sous contrôle du pouvoir. Je ne sais pas si vous m'entendez parce Oui, que. oui, oui, absolument, absolument Allô? d'accord. Mais ça, c'est pas nouveau, Fatma Zahra. Je veux dire, les médias qui sont sous contrôle du pouvoir, ça on le sait. À mon point, c'est plutôt par rapport à la société Pour vous dire, civile, par rapport à. Au fait, Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Hirak, quand il sortait, quand il était dans la rue, il mettait un peu d'équilibre. Donc, il y avait le poids et le contrepoids. Donc, ils avaient un petit peu cette crainte que ça ne déborde ou je ne sais pas. Il y avait mais là, on est emprisonné en quelque sorte. Bon, c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Mais c'est pas pour les défendre, je ne défends personne. Hein. Je ne défends personne parce que c'est pour dire que vraiment les choses sont très difficiles. Sont très difficiles là, Difficile, surtout avec cette pandémie. difficile à cause de la pandémie, c'est ça, parce que personne ne sort, personne ne. Voilà, c'est à cause de la pandémie. Donc la répression, elle est terrible. La répression, elle est terrible. Et je comprends si les gens ont peur. Si les gens ont peur d'être emprisonnés en ce moment. Donc, pendant ce Ania, toi, temps-là. qu'est-ce que tu en penses quelles actions on devrait entreprendre je veux dire, entreprendre ou peu importe, hein, mais il y a quand même un dilemme, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un dilemme. Je veux dire, comme je disais, il y a cet impératif de santé publique, mais il y a aussi cet impératif on a des détenus, puis on a l'impression que le pouvoir, il profite de la pause du Hirak. Est-ce que ça ne va pas pousser les gens à sortir encore une fois? Qu'est-ce que tu en penses, Ania? Le peuple, en ce moment, il est pris entre le marteau et l'enclume, entre le Covid-19 et le gouvernement. Maintenant, la nouveauté, c'est le Covid-19, c'est l'inconnu, disons, plus que la nouveauté, c'est l'inconnu. Donc, je crois que le peuple, en ce moment, il essaye de se préparer beaucoup plus à affronter cet inconnu qui fait peur, qu'ils ne connaissent pas, s'armer pour se protéger de cet ennemi mortel. Après, je crois qu'une fois maîtrisé la pandémie, le peuple retourne dans la rue encore plus fort parce qu'il va voir que le gouvernement les a complètement abandonnés dans un moment très difficile et très délicat. Et puis, oui, la question des détenus en ce moment, elle est très. C'est affreux d'être emprisonné, surtout quand j'ai vu certaines informations sur comment il s'appelle le nom m'échappe en ce moment. Tabou. Tabou, voilà. Ouais. Karim Tabou. Exactement. Quand j'ai vu l'état de santé, c'est vraiment c'est un crime contre l'humanité. Ce qu'ils sont en train de commettre, c'est affreux. Quand même, Tabou est devenu un symbole du Hirak, un symbole de la liberté, un symbole des revendications du peuple algérien. Et le gouvernement le sait et il est en train d'utiliser cette personne-là pour faire voir aux gens qui n'ont pas intérêt à se rebeller contre le gouvernement c'est quelqu'un quand même, quand on écoute ses discours, qui a cette force il a quand même quelque chose, l'étoffe d'un leader quand même. Et je crois que oui, mais là, on parle de tabou et ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'apparemment, les arrestations n'arrêtent pas, ça continue. C'est chaque jour des gens qui sont arrêtés. Donc, il y a une sorte d'impunité de la part du gouvernement.
Profite. Oui, c'est ça, ils profitent de la situation. Puis il y a aussi quand même l'impératif de santé qui est là, puis les gens, ils ont peur. Mais finalement, on est, je ne sais plus qui est-ce qui avait dit ça, on est entre le marteau et l'enclume. Quelle est, et puis à mon sens, ça viendra sûrement pas de Hirak. Moi, je pointe un peu la société civile, je pointe les leaders qui hier étaient se positionner comme leaders du Hirak. Puis là, aujourd'hui, c'est silence radio. Alors, ces gens-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui ferait bouger les choses? À part de communiquer, qu'est-ce qui moi, pourrait être fait? Vas-y, Faiza. Moi, j'ai peut-être une réponse à ça, vu que, bon, nous, on vit ici, mais les personnes qui vivent en Algérie nous ont bien expliqué là, elles viennent de dire, Fatma Zahra, comme quoi que c'est risqué le fait de faire un duplex avec nous. Oui, Moi, je pense que ces personnes-là, par rapport au confinement, eh ben, elles ont peur, hein, c'est tout, hein. Il me semble, hein, ça c'est mon avis perso, elles ont peur en plein confinement. Enfin, là-bas, c'est le couvre-feu, c'est pas encore le confinement, hein, c'est autre chose déjà. Mais en plein confinement, faire un coup de gueule, même sur Facebook ou là ailleurs, à tout moment, on va et on les prend. C'est la porte de la prison c'est qu'on peut-être va voir. risqué aussi, voilà, c'est pour pas prendre le risque d'être confiné dans une prison. Au moins, peut-être, c'est peut-être des précautions, hein. Ce silence, C'est ça. il peut être une façon de se protéger, c'est-à-dire que ces leaders se protègent actuellement. C'est pas le moment qu'ils se mettent qu'on les mette en prison ou là, on les enferme durant cette période très très difficile de Covid. Ça veut dire si on les met en prison, ils peuvent à tout moment choper le virus parce que c'est pas désinfecté. Donc quelque part c'est vital s'ils ne font rien. Et voilà. Et puis il faut aussi savoir que il faut aussi, c'est une de nos responsabilités à nous, en tant qu'Algériens mûrs et sensés, d'apporter un apaisement aussi, parce qu'on ne va pas quand même faire un live pour dénoncer violemment les choses et tout ça, à des jeunes qui n'attendent que ça, qui vont sortir juste parce ils vont entendre Bouchachi faire un discours, bah, tous les adeptes de Bouchachi, ils vont sortir, hein, ils vont dire ah ben non, même c'est le confinement, je vais défendre, je vais ceci. Donc ils sont prudents. Moi je dis pas qu'ils se cachent ou là. Pour moi ils sont prudents et je les encourage à être prudents parce que là la priorité ce n'est pas la politique, c'est vraiment au confinement. Même en France ici on fait pas de politique. Les gilets jaunes, ils ne font pas aucune revendication. Il y a 2 ou 3 personnes qui font des lives pour casser Macron, pour casser leur État, leur gouvernement ou là, leur patron, mais ils ne cassent pas le moral des Français. Donc, on doit faire pareil. On ne doit pas casser le moral de nos Algériens parce qu'ils sont déjà démoralisés depuis 62. Hein. Le Hirak, il leur a foutu vraiment un coup de pression pas possible. Ou donc, on revendique, on continue, c'est-à-dire on garde le même élan et la même vitesse qu'on avait et on n'apaise pas la situation, on va à la catastrophe. Moi, personnellement, je ne ferai pas de discours, discours militant ou là, j'appelle pas aux gens de se réveiller, rebeller, le stress, même sur Facebook. Non, moi, je préfère que les gens partagent de la musique sur Facebook, partagent des recettes sur Facebook, se déconnectent un peu parce que le Hirak, on reviendra. Parce que le Hirak, on a dans nos cœurs, on l'a pas sur page Facebook. Donc nos on fait une pause. Donc on les garde. Mais Faiza, donc pour l'instant, on fait une pause, une sorte de pause, d'un cessez-le-feu, si tu veux, d'une sorte de cessez-le-feu Voilà. avec le pouvoir. Est-ce que on peut pas justement profiter de ce cessez-le-feu et puis peut-être voir des moyens d'utiliser avec lui, je ne sais pas, un rapprochement dans l'autre volet santé. Est-ce que, ou là, on l'ignore, ok, on fait comme s'il n'existait pas de Hirak, pas de politique, puis pas de travail, pas de collaboration sous aucune forme. Il faut faire, moi personnellement, hein,
Oui. أنا محيرة هنايا déjà sur la santé de toute ma famille là-bas, mes amis, mes voisins et mon Algérie. Donc, je ne vais pas leur dire allez bouger aussi politiquement. Non, c'est vraiment insensé de le faire. Vraiment, il faut apaiser la tension de moi, j'ai déjà avec mes compatriotes en France et tout ça, on parle, on veut faire des choses et tout ça. Mais bon, après, c'est dangereux. Nous, on est quand même ici tranquille. On a bien nos pieds dans nos pantoufles, voilà. Donc, il faut que eux aussi, il faut qu'ils se reposent. Pour moi, c'est un petit congé où les Algériens doivent prendre soin d'eux, de leur santé. Ouais. Le Hirak, on attendra. On pourra reprendre. Donc, ce n'est pas une priorité. Et je pense que les militants qui n'incitent pas aux revendications actuellement, je pense que c'est bien réfléchi. Je pense qu'ils le font exprès, ils se protègent et ils protègent aussi le peuple. Parce que c'est très simple. واحد يخرج et il fait un live, l'auخرين يخرجوا. Les Algériens ما يخافوش la mort. Voilà. يقول لك وعليها نحيا وعليها نموت، الاخر يقول لك انايا نسكن في 2 pièces je peux pas me confiner. كل واحد يخرج لك une raison وتلقاهم برا. Et c'est là la catastrophe. Absolument. Et donc, donc on va se retrouver dans la situation de propagation du virus. Absolument. Et moi, par contre, j'invite le gouvernement, on sait jamais. voilà, مرحبا بكم. ما نخافوش، رانا نقصروا ورانا نقولوا في الحق، ما اللي قال الحق ما سلم. احنا حبيناكم برك ديروا un confinement total avec le couvre-feu. Il est contre-productif. كيفاش دير الكوفر-فو؟ يعني couvre-feu, c'est-à-dire لو كان تخرج باش تشري دواء نتيريو عليك. Non, on n'est pas dans un couvre-feu, on est dans un confinement volontaire, d'accord? Déjà, les gens ils sont volontaires pour le faire, pour se protéger eux et les autres. Donc moi, هذاك اللي يقول له تخرج à 9h à 7h du matin وتولي à 3 mais de 7h à 15h, il est partout. Il peut choper le virus comme il peut le transmettre et après il revient et après il faut plus qu'il sorte. Non, c'est pas ça. حنا ما بغيناش couvre-feu. Les Algériens, ils veulent pas le couvre-feu. Déjà, le mot couvre-feu, c'est de la répression. Donc, confinement total, avec des autorisations de sortie. Et dire qui m'a fait Tunis, qui fait le Maghreb. قاتلكم فايزة، أنا نقول لهم قاتلكم فايزة، ديروا لنا الconfinement total. Moi, je vais devoir, ça fait à peu près 1h30 qu'on discute. Ouais, voilà. Jamais je suis vraiment désolée parce qu'il y avait d'autres personnes qui devaient intervenir, mais elles n'ont pas su. C'est une première. C'est une première, absolument. C'est une première rencontre. Au fait, moi, je suis la personne de secours parce que je devais remplacer Sanhaja. Enfin, je remplace Sanhaja. Oui, voilà. et tu es l'essentiel parce que tu es même l'initiatrice de l'idée, donc je te remercie pour ça. Comme j'ai expliqué, l'idée de la Sokhed, c'était avec mes amis, Kamel et Lamine, qui est en train de vivre des moments difficiles et à qui j'envoie des pensées très, très fortes. Mes condoléances, à toute sa famille, voilà. Et puis l'idée, c'était... Donc, l'idée, c'était de lancer une petite émission entre femmes un peu partout dans le monde qui ont des choses à dire selon l'actualité. Des amis, pareil, donc des femmes amies qui vont parler. Et puis voilà, donc on l'a essayé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous trois. Un dernier petit mot. On a vraiment 3 minutes, un petit mot chacune avant de clôturer. Je vais commencer par... Ah, mon Dieu. Ania. Tu as compris, Ania, notre italienne. Et puis dis-le nous avec un accent italien. Tu as un petit accent italien. Ah, je sais pas. Je parle en italien carrément alors. Juste un petit mot, vraiment un petit pour clôturer. Ma pensée en ce moment, c'est à toutes ces personnes qui sont hospitalisées, toutes les personnes qui ont perdu des chairs, donc y compris la mine dans cette période de confinement où on ne peut pas faire des funérailles, on ne peut pas faire son deuil correctement si on ne donne pas le dernier salut à des personnes aimées, chères à soi. Donc, ma pensée très profonde va à ces personnes-là.
Et puis, je lance un appel à l'Algérie, aux Algériens. Moi, je ne crois pas au gouvernement, donc je vais dire ce que j'ai dit à ma mère. Ne comptez pas sur le gouvernement, comptez sur vous-même. Donc, donnez l'exemple, comportez-vous comme l'Algérien de demain, l'Algérien qui veut une Algérie meilleure. Donc, donnez l'image de l'Algérie meilleure qu'on veut construire, en fait, sans le gouvernement. Merci beaucoup, Ania. Fatma Zahra? Moi, je rejoins un petit peu Ania dans la pensée aux gens disparus qui sont partis comme ça, sans aucune, donc avec 2 ou 3 personnes à l'enterrement. C'est dur, c'est difficile. Donc, que cette pandémie, Inch'Allah, disparaisse le plus tôt possible et que l'humanité s'en sorte. Et après, bon, pour le Hirak, comme qu'ils disent dans les feuilletons ou les émissions, Fasil Wadwasil. On n'est pas complètement, on travaille dans ce sens, donc on prépare l'après-Covid et Inch'Allah, ça sera encore plus, on partira encore plus fort et plus déterminé. Voilà. Merci beaucoup, Fatma Zahra. Faiza? Oui, alors moi, une pensée très particulière parce que moi, je suis très proche de Blida, donc c'est ma deuxième ville. Donc, je pense beaucoup à eux, je les soutiens, je leur dis courage, Blida, Bouferi, Gala, Mitidja. Et je dirais aussi, donc, même si on vous a donné l'autorisation de sortir de 7h à 15h, ma تخرجوش. Je dis aussi aux familles, parce que moi je pense aux familles qui s'acninent dans une pièce ou 2 pièces, qui sont nombreux. Je leur dis, معليش, faites-vous violence, patientez. اللي ما يحملش خوه يلزم يحمله، اللي ما يحملش اخته يلزم يحملها. C'est le moment où de toute façon on ne sait pas tous si on va tous survivre à ce virus. On ne sait pas à quel moment on peut le choper. Même si tu te confines pas, on ne sait pas. Donc, je leur dis, la mort, elle nous guette de partout. Donc, ayez rahma fi qloubkoum, tfahmou binatkoum, thabou binatkoum, وما تزعفوش وما تخرجوش surtout. ما تخرجوش même pas pour lancer des défis du style bah moi je vais sortir ou qui dit la police نهرب. ماشي هكا, ماشي la police. الفيروس في الزنقة راهو في البارتير راهو sur une voiture voilà voilà, tu peux marcher, tu te colles le coude avec je sais pas, une rambarde, et ben voilà, tu touches ton coude, tu touches ta joue, et ben tu as le virus et tu vas le transporter à toute ta famille. Donc il faut aussi j'encourage les Algériens à regarder beaucoup les émissions sur le Covid. Les jeunes هادو اللي عندهم انترنت شوفوا حوسوا تقفوا شويه ما تقعدوش غير فيسبوك pour parler du حراك لنا كما قلنا ندو شويه راحه نستراحوا et voilà راحه. Merci beaucoup, Faiza. Je tiens juste à préciser qu'il y a des gens, nos amis qui nous regardent. Il y a quelqu'un qui nous disait il faut pas parler uniquement de Karim Tabou. On n'a pas parlé uniquement de Karim Tabou. Le cas de Karim Tabou, oui, je vais rebondir. C'est juste parce qu'il est malade. Sinon, voilà. Je vais rebondir. On a la liste. Nous, on a la liste de tous les détenus. Elle nous arrive en temps et en heure. En tant que Free Algéria, enfin collectif Debout l'Algérie, membre de Free Algéria, et on a fait il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas 2 jours, un communiqué pour libérer tous les détenus, et donc on a fait aussi un communiqué par rapport aux sentences, on va dire, ou je ne sais pas, la décision judiciaire qui est tombée sur le cas de Farsaoui. Donc, nous نعرفوهم كامل, bon, قولوا tabou, parce que voilà, mais sinon, on pense à tous les détenus. On pense à tous les détenus d'opinion et même à tous les autres détenus aussi, quoi. Mais bon, حنا اللي حرقتنا
c'est les détenus actuellement نهضر عليهم par rapport au confinement, au Covid. Donc هادو les détenus مساكن صحتهم قليلة. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est juste humain de les sortir un peu, يجبروا روحهم comme on dit, et après vous les remettez, il n'y a pas de problème. Un deuxième message à l'État. Donc, merci beaucoup, Faiza. Merci Ania. Donc, Faiza de Paris, Ania de Milan et Fatma Zahra de Zeralda, donc d'Algérie. Merci beaucoup, mesdames. Comme ça, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Bonjour l'Algérie. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui et puis on va peut-être la refaire. Et puis rendez-vous mercredi, Inch'Allah, avec l'ami si c'est possible et Kamel. Sinon, Inch'Allah, on verra comment on va faire. Mais il y a comme ça. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui attendent leur tour, donc il faut la refaire avec d'autres personnes. Il faut la refaire, Inch'Allah. Merci à tous. Et merci. Tout à toi, Montréal. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir.